Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Très content de vous avoir aujourd'hui. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire sur la standardisation des propriétés BIM. Et avant de commencer, on a quelques points techniques pour que tout se passe au mieux. Alors, on va attendre que les gens arrivent. Aussi. Mais vous voyez un petit bouton, le chat, donc vous pouvez l'utiliser pour vous présenter, échanger entre participants ou partager des réactions. Surtout, n'hésitez pas. On aime bien avoir de l'interaction sur les webinaires. Il y a aussi le petit bouton Q&A, questions-réponses. Donc si vous avez des questions pour nous, merci de les poser dans cet onglet, dans ce lieu. Et on pourra y répondre soit en direct, en vous répondant directement, ou soit à la fin du webinaire où on a bien prévu un temps de Q&A, ou alors après le webinaire en fonction du temps qu'on aura, s'il y a beaucoup de questions. Voilà. Donc, vous verrez que le micro et la caméra sont coupés aussi pendant la session de votre côté. Voilà. Et la durée du webinaire, hein, comme prévu, sera de 1 heure maximum. Probablement une quarantaine de minutes d'exposition, de démo, et pour terminer sur un temps de questions-réponses. On aura également 2 questions de sondage assez rapides, hein, qui s'afficheront sur vos écrans. Donc, ça devrait être très simple de votre côté pour y répondre. Et on enregistre aussi ce webinaire, donc on repartagera le replay suite à l'événement pour que vous puissiez le revisualiser, le partager également. Donc on laisse quelques minutes ici pour que tout le monde puisse se connecter et nous commencerons dans un instant. Merci encore pour votre présence et donc à tout de suite. Est-ce que tout le monde nous entend bien, nous voit bien? Voilà la présentation. N'hésitez pas à nous écrire. Merci pour le retour. Super. Allez, on va encore attendre 1 minute, le temps que les gens arrivent. Bonjour à tous, ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, savoir si tout est OK. Si vous voulez échanger, partagez vos réactions. Bonjour à tous. Merci pour ceux qui utilisent le chat, c'est un peu plus interactif. Et on va commencer. Donc, voilà. Rapidement, pour petite introduction de qui nous sommes, donc Baptiste Joyot, chez Bimenco, en charge de l'ensemble des opérations et notamment du déploiement et de l'accompagnement des clients pour le changement, la transformation, le déploiement des solutions qu'on offre. Je suis accompagné de Baptiste. Bonjour à tous, ravi de vous avoir sur ce webinaire. Donc moi je suis Baptiste Mully, je suis ingénieur dans le bâtiment et je m'occupe de toute la partie développement produit chez Bimenco. Voilà, donc ravi de vous avoir aujourd'hui. Et on attaque sur l'agenda. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui?
Donc, on commence par se plonger en fait dans l'enjeu de la donnée, les défis quotidiens auxquels tout le monde est confronté, ceux de nos clients et utilisateurs qui nous remontent en fait régulièrement des éléments par rapport à cette problématique de la standardisation de la donnée et qui méritent en effet toute notre attention. On engagera une deuxième partie sur justement comment mieux contrôler et exploiter les données pour que ce soit beaucoup plus fluide au sein de vos équipes et vos projets. Là-dessus, donc, euh, avant d'engager une troisième partie qui sera vraiment une démonstration, une véritable démo détaillée pour que vous puissiez comprendre comment vous puissiez appliquer rapidement en fait les éléments qu'on vous montre, quelque chose de très très concret là-dessus, applicable dès la sortie du webinaire. Euh, on fera un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit, aussi pour que vous puissiez repartir avec une petite synthèse, donc les bénéfices clés et aussi le cas d'un client. Donc, comme précédemment dit, on aura un temps de Q&A. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions au fil de l'eau dans l'onglet Q&A de Zoom pour qu'on puisse y répondre soit en direct à l'écrit ou soit à la fin dans le temps dédié. Et pour attaquer, on va vous faire participer à un petit sondage pour mieux connaître un peu l'audience aujourd'hui. Donc, vous allez normalement bientôt avoir euh, le, le sondage qui apparaît devant vous. Et donc, il y a en live là 50% des personnes qui découvrent la gestion des paramètres et vite. Un petit peu plus maintenant. Euh, 40% qui connaissent bien les paramètres, mais qui ne sont pas standardisés en interne. Très, très intéressant. Et la dernière, 20%. Ok, ça s'équilibre un peu plus sur la première et la deuxième. Mais bah, merci à tous pour vos retours. Très important pour nous de voir là où est-ce qu'on peut appuyer aussi notre discours. Ok, donc 40% sur la découverte, 45% sur bien connaître les paramètres, mais on ne les standardise pas, et le reste, donc 20% sur une entreprise qui a déjà standardisé ses propriétés. Merci, merci à tous. Merci beaucoup pour vos réponses. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, petit rappel, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez tous, la donnée, l'information plutôt, le I du BIM. L'importance, en fait, quand on parle de gestion de paramètres, en fait, on va parler derrière de la manière dont on peut exploiter ces informations, dont on peut exploiter ces données. Donc, la donnée, voilà, c'est pas seulement de la 3D dans une maquette, c'est aussi toutes les informations qui sont attachées. Dans un processus BIM, les propriétés ou les paramètres dans Revit, selon le nommage, elles jouent un rôle clé puisque c'est elles qui vont porter les informations, alors que ce soit des informations techniques, de performance, fonctionnelles, dimensionnelles. Et donc, elles sont voilà, clés et nécessaires en fait, à la compréhension, mais aussi à l'exploitation des données dans la maquette numérique. Donc, ça, c'est un point forcément fondamental. Et puis, une gestion des paramètres va permettre d'avoir des usages concrets, des usages stratégiques de ces informations. Elles vont alimenter des métriques, des analyses, des extractions voilà, de quantités ou de différents types d'extraction de données, que ce soit pour à la fin du DO, que ce soit pour dans les phases de conception, sur de l'analyse, sur de la simulation. Donc tout au long, en fait, il y a énormément forcément de cas d'usage qui peuvent utiliser ces informations si elles sont bien structurées. Donc voilà. Et aujourd'hui, excuse-moi, aujourd'hui, c'est aussi un standard qui est attendu de plus en plus par les clients. On a des maîtres d'ouvrage qui exigent des ensembles d'informations fiables, normalisées, en tout cas normalisées selon
leur point de vue. Et donc, ils vont demander, en fait, c'est des packs d'informations dans la livraison finale, dans les rendus finales. Mais c'est, même en interne, de plus en plus demandé d'avoir une standardisation aussi des paramètres pour pouvoir automatiser certains process, pour pouvoir utiliser plus facilement ces informations et nourrir les différents cas d'usage qui peuvent, en fonction de si vous êtes en exé, en conception, en exploit, de pouvoir utiliser toutes les informations de la maquette. Donc, au niveau des clients, on est à des stades souvent un peu différents de développement, mais la tendance, elle est plutôt claire. Les parties prenantes nécessitent quand même et demandent, exigent des informations effectivement structurée, standardisée, mais aussi fiable. Et on va voir que c'est pas forcément toujours facile. Donc, bien comprendre les paramètres, comment on les gère, c'est assez essentiel. Et là, on va parler beaucoup de Revit aujourd'hui, puisqu'il y a pas mal de, de challenges dans la manière de gérer les données dans Revit. Et on va regarder déjà un peu ce que sont les paramètres dans Revit pour bien comprendre le sujet. Donc, je vais essentiellement parler de paramètres partagés. Alors, il y a plusieurs types de paramètres, que ce soit les paramètres projets ou les paramètres partagés. Et il y a plein il y a les paramètres intégrés. Il y a plusieurs choses, mais pour nous, le plus important aujourd'hui, ça va être de parler des paramètres partagés et on va expliquer un peu pourquoi. Déjà, les paramètres partagés, ils sont transverses, c'est-à-dire qu'ils peuvent être réutilisés à travers plusieurs projets. À contrario, en fait, des paramètres projets qui vont être uniquement définissables en fait, dans le projet en cours. Donc, on les retrouve dans les projets et les modèles, les templates, vos gabarits. On va aussi les utiliser directement dans les familles. On a des paramètres de famille d'un côté qui vont rester internes à la construction de la famille, qui ne vont pas être exposés comme données projet, ou des paramètres partagés qui vont remonter et être exposés dans le projet. Et avec ces paramètres, on fait plein de choses. On va les utiliser donc dans les familles insérées dans les projets, que ce soit des familles ou que ce soit des familles imbriquées ou partagées. Il y a des liens qui peuvent se faire entre ces différentes familles. On va les utiliser pour définir des informations dans des zones, des pièces. Ça va être aussi utilisé dans les étiquettes pour pouvoir remonter des informations, afficher des informations. Et puis, c'est ça qui va nourrir un peu certains cas d'usage, nos nomenclatures, avoir des colonnes personnalisées avec les informations qu'on a choisies, qui vont nous permettre de venir codifier, classifier les informations pour être capable de les analyser, les extraire, d'analyser en fait les informations de la maquette tout simplement, que ce soit effectivement les surfaces, du coût, ce genre de choses. Donc, très important dans les nomenclatures Revit notamment. Pour tout ce qui est étiquette, ça va nous permettre d'avoir des annotations plus automatiques. Donc, on va normaliser un petit peu tout ça. On peut utiliser les paramètres partagés pour venir afficher des valeurs directement de manière automatique, des valeurs qui proviennent des familles ou qui proviennent du projet. Et puis, forcément, ça va nourrir nos exports, que ce soit des exports pour des exports IFC ou autres, que ce soit pour de l'extraction du dashboarding, que ce soit pour l'envoi vers une base de données externe. Voilà. C'est vraiment le socle au début, fondamental, et qui va être inséré un petit peu partout. Donc ces paramètres, ils sont réutilisables, comme je le disais, ils sont uniques, en fait, ils ont un GUID, c'est-à-dire un identifiant unique qui permet les identifier de manière très claire. Un des challenges qu'on voit apparaître, c'est qu'en fait, quand on va utiliser des paramètres dans une famille et qu'on va l'insérer dans le projet, cette famille va importer et ramener l'ensemble de ces paramètres dans la base de données du projet. Et donc ça peut amener quelques surprises. On va en parler un petit peu plus après. En tout cas, c'est vraiment des paramètres clés et on va se concentrer vraiment dans ce webinaire sur ces paramètres directement. Aujourd'hui, ces paramètres ils sont gérés en fait via un fichier texte
qui nous permet de les sauvegarder, donc les exporter, et de partager ce fichier texte à travers plusieurs équipes pour pouvoir les réimporter et les insérer directement dans son projet. Donc, important d'avoir effectivement d'utiliser les mêmes paramètres à travers dans le projet. Et donc, ce fichier texte peut être un peu un challenge parfois à gérer. Et important aussi d'avoir aussi une bibliothèque structurée, alignée, puisque chaque famille va amener son lot de paramètres directement dedans. Donc, dans les challenges qu'on rencontre assez régulièrement, dans les différentes complications qu'on peut avoir, c'est qu'on va avoir, en fait, Revit offre nativement des outils pour gérer ses paramètres partagés, pour gérer les paramètres de manière globale. Après, la gestion, on va dire, classique des propriétés dans Revit, ça monte assez rapidement ses limites. Donc, chaque utilisateur, très rapidement, ou chaque projet peut créer des paramètres de manière indépendante, peut ramener ses paramètres, peut intégrer des familles externes qui vont embarquer des paramètres, comme on le disait. Donc, assez facilement, on va avoir une hétérogénéité qui va se créer, en fait, assez naturellement quand on ne cadre pas ces choses. Par comparaison, par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent d'autres logiciels BIM, mais par exemple, c'est rien à voir avec Tekla, où en fait, Tekla, pour ceux qui connaissent, on a des fichiers qui s'appellent les objets INP qui permettent de structurer toutes les données et les standardiser dès le début du projet. Donc, un peu en mode un mix entre gabarit et fichier paramètres partagés. Et donc là, en fait, ça cadre forcément tout de suite la structure dès le démarrage du projet. On va voir un peu plus loin qu'on peut aussi en fait approcher de la même manière ça dans le cadre de Revit. Donc dans les difficultés, en fait, ce qu'on va souvent voir, c'est déjà en fait au niveau des doublons, au niveau du nommage, c'est très rapide d'aller créer un nouveau paramètre, de l'orthographier différemment et de se retrouver avec un paramètre avec une majuscule, pas de majuscule, une convention de nommage pour l'un, pas pour l'autre, des noms qui peuvent être relativement à rallonge. C'est difficile de savoir d'où proviennent ces paramètres. Est-ce que ça a été ramené par une famille externe? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a standardisé en interne? Est-ce que ça a été une famille qu'on a récupérée d'une vieille version d'un projet? Et donc, très rapidement, en fait, on se retrouve avec beaucoup de doublons, des variations. Et donc, ça, c'est voilà, pas mal de choses là-dessus. Quand on va gérer aussi via les fichiers de paramètres partagés, ce qu'on voit, c'est que souvent, en fait, il y a une multitude de fichiers qui circulent dans l'entreprise. Et donc là, ça peut aller très, très vite. En fait, on ne sait plus du tout quelle est la bonne version. On se retrouve à modifier du coup directement les fichiers texte. Et ça peut créer des variations sur les types, en fait, la configuration du paramètre elle-même, le type de données. On peut avoir des conflits qui arrivent dans les familles, puisque si des paramètres ont été modifier un fichier texte d'une certaine manière, sans changer forcément l'identifiant ou autre. Voilà, toute cette gestion de version, en fait, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, on se retrouve avec voilà, des mauvaises informations, on ne sait pas d'où ça vient. Et ça peut être très chronophage à reprendre. Donc, le troisième point, alors il y a plein de petits challenges et de petites difficultés qui, là, je regroupe un peu globalement parce qu'il y a pas mal de sources d'erreurs. Mais le troisième point, c'est aussi que c'est pas forcément évident de connaître quels sont les paramètres à utiliser, quelles sont les exigences attendues, que ce soit en interne pour tel type, telle catégorie ou telle classe d'équipement, d'objets, de composants. On peut associer des paramètres aux catégories Revit, mais les catégories Revit ne sont pas forcément ultra précises non plus. Donc, si on veut tout de suite appliquer des exigences en interne ou un client, ça ne va plus suffire. Et donc, voilà, c'est pas facile non plus de s'y retrouver pour un BIM manager ou parfois pour les BIM modelers qui vont prendre aussi la responsabilité de devoir gérer les paramètres dans les projets. Donc, tout ça, voilà, c'est plein de petites frictions au quotidien qui, en fait, bloquent pas mal l'usage et en fait nous empêchent d'exploiter la donnée dans les modèles. Donc, on a un deuxième petit
sondage un peu pour savoir, voilà, on aime bien un peu le côté interactif, comme disait Baptiste, donc voir un petit peu ce que vous rencontrez. J'espère que déjà, ce qu'on a commencé à dire, ça parle à certains d'entre vous, mais on voulait savoir un peu comment ça peut vous impacter. Et donc, on a un petit sondage. Ah oui, pardon. Hop, je peux passer la slide. Pour voir un petit peu quels sont ceux que vous rencontrez le plus, qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes, ou alors pas du tout, parce que vous n'avez pas de soucis sur ces sujets. Il y a peut-être d'autres choses qu'on n'a pas citées qui peuvent être impactantes. Donc là, voilà, cinquantaine, 50% un peu de réponses sur la partie incohérence, conflit de GUID, erreur manuelle à gérer, des versions multiples qui circulent, plutôt des difficultés. Ça, assez équivalent pour les trois réponses. Plutôt des difficultés à standardiser et diffuser en fait les standards en interne, ou que ce soit les exigences clients, les appliquer. Et après, pas mal de difficultés voilà, du temps de perdu, quoi. Je vais laisser encore quelques secondes pour répondre, mais voilà, ça se stabilise. Donc, ouais, beaucoup d'incohérences et beaucoup de difficultés, en fait, à diffuser le, le standard, on va appeler ça comme ça. OK, merci beaucoup. Hop, je continue. Alors, du coup, la conséquence, en fait, de tout ça, parce que euh, le, la conséquence ouais, de la gestion des paramètres, c'est effectivement plein de petites frictions au quotidien, mais fondamentalement, en fait, ça va avoir pas mal de conséquences. D'une, ça va avoir des conséquences opérationnelles, c'est-à-dire que quand les propriétés sont pas standardisées, en fait, on va avoir des problèmes qui se multiplient petit à petit, qu'on voit arriver au fur et à mesure. On va avoir des nomenclatures en fait où il n'y a pas une seule colonne où les valeurs sont dans les bonnes colonnes. Donc on va avoir des données relativement inutilisables, soit via des doublons, ce genre de choses. On peut aussi voir des problématiques qui arrivent au niveau des valeurs elles-mêmes, qui peuvent être des valeurs standardisées, qui devraient être standardisées. Et on a du mal du coup à extraire. En tout cas, il faut repasser derrière pour normaliser un petit peu tout ça. On va avoir apparaître des conflits dans les familles. Donc, à chaque fois, ça veut dire régler le problème ou repasser à la fin pour régler un peu ces soucis-là. Et puis, souvent, on voit en fait que on va vite, c'est normal. Les projets avancent, on a besoin d'aller vite. Et en fait, on verra un peu au prochain. Et donc, on repart en fait sans avoir mis de base, sans avoir enrichi. On repart un peu de zéro dans les prochains projets. Et donc, c'est quelque chose qui, voilà, souvent euh, passe à la trappe et crée beaucoup en fait d'allers-retours. Quand on va faire du contrôle qualité, quand on va commencer à checker un petit peu plus les données de la maquette, et on le voit de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus en fait d'outils automatisés qui nous permettent d'aller checker la qualité des données. Là, on va avoir beaucoup d'allers-retours, chronophages et sans valeur ajoutée qui vont arriver. Donc ça, c'est des petites frictions, oui, mais qui empêchent, qui ont des conséquences sur voilà, de la perte de temps, ce qu'on vient de te dire. Et au final, ça a un coût assez réel dans le projet, dans l'entreprise. C'est du temps de perdu. Les allers-retours, en fait, sur le contrôle qualité vont amener des délais dans la livraison des rendus. Il y a des risques d'erreur qui peuvent avoir un impact sur suite du chantier, suite à la maintenance, suite de la conception. Et donc, au final, on a globalement une perte de confiance dans l'information qui vient de la maquette. Et donc, si on n'a pas confiance dans les données de la maquette, c'est des données qu'on ne va pas forcément exploiter. Et c'est dommage puisqu'on peut mettre des cadres en place pour ça. On perd le I du BIM et on perd un peu la promesse. Donc, pour remédier à ça, en fait, une des solutions, c'est de créer son standard interne via un dictionnaire de données ou un dictionnaire de propriétés. Si je prends, alors c'est quoi un dictionnaire? On va en parler un petit peu plus maintenant. Mais si je prends une vue un peu métaphorique, en gros, un dictionnaire, en fait, le fichier permet de partager. Ce dictionnaire va permettre de contenir les mots.
Les familles, les projets, enfin les familles vont nous permettre d'utiliser ça. Ça va constituer nos phrases. Et à la fin, on pourra écrire notre bouquin dans le projet avec l'ensemble des informations un peu constituées. Donc, c'est vraiment la pièce de base euh, qui va nous permettre de définir nos informations. Donc, le dictionnaire, c'est en fait un socle qui va nous permettre de mettre nos maquettes sur les rails pour que les données soient bien exploitées. Donc, ça consiste en quoi? C'est en fait un référentiel centralisé où toutes les propriétés vont être définies. On va regarder un peu ce que ça veut dire aussi une propriété après, mais ce qui va garantir qu'au niveau de nos projets, et on l'a vu, les familles vont aussi importer et ramener des paramètres dans le projet, donc peuvent créer des incohérences. Ça va être un socle qui va nous permettre de maîtriser les données dans nos familles et les données dans nos projets directement. Donc, ça vous permet en fait de créer un langage commun, une structure de données commune directement. Et donc, ça va permettre derrière de bénéficier d'objets standardisés qui ne vont pas venir impacter le projet ou directement des paramètres standardisés, donc des maquettes standardisées. Donc, si je fais un petit focus rapidement dans le dictionnaire, si on zoome un peu plus, un dictionnaire de données, ça va être composé en fait de catégories de composants, donc qu'on appelle classification, chez nous, qui vont nous permettre de dire, OK, voilà, les types de composants que j'utilise, sur lesquels je travaille, et derrière de définir quelles sont les propriétés attendues que je veux utiliser, que je veux standardiser. Et donc là, on maîtrise vraiment la granularité de ces équipements. Et puis de définir derrière ces paramètres, ces propriétés associées. Et donc, dans le dictionnaire, permet on va gérer en fait les attributs Revit d'un paramètre partagé, tout à droite, donc son nommage, les attributs, les groupes d'affichage, le type de données, on verra ça dans la démonstration tout à l'heure, mais aussi tout ce qui n'est pas forcément présent dans Revit, c'est des attributs un peu plus standards, des valeurs par exemple qui peuvent être prédéfinies, des traductions si jamais on travaille sur des projets internationaux. Donc, comment ça fonctionne? En fait, il y a une partie dictionnaire est sur une plateforme qui va être administrée directement par l'administrateur du dictionnaire qui va lui permettre de créer sa base de paramètres, de la gérer, de la maintenir dans le temps. Et de l'autre côté, directement via un plugin Revit, en fait, alors ce qu'on voit, c'est souvent plus des build managers, mais après, ça peut toucher à d'autres responsabilités dans l'entreprise, que ce soit coordinateur ou parfois build modeler, pour venir en fait appliquer, charger automatiquement ces paramètres, appliquer ces exigences sans avoir besoin de se poser toutes les questions qu'on a vues. Donc, je vais passer à la démo. Hop. Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on est sur la plateforme, donc on va aller se diriger directement dans le dictionnaire de données, sur la partie propriété, c'est ça qui va nous intéresser. Donc déjà, si on se positionne en tant qu'administrateur, on sort déjà du fichier texte un peu dégueu et on peut lire et créer et venir gérer ses propriétés directement. Donc on a plusieurs manières de venir créer sa base de paramètres. Évidemment, on va pouvoir créer une propriété directement, mais on peut aussi importer par Excel, importer un fichier de paramètres partagé ou enrichir les propriétés avec des propriétés standards. Donc en fait, c'est assez simple. On va retrouver ici, donc là, j'ai plusieurs langues dans ma plateforme, donc je vais pouvoir mettre ma langue par défaut en anglais, et puis après, je vais pouvoir venir mettre les traductions et l'ensemble des attributs. Donc là, voilà, c'est un exemple. Je vais choisir très facilement un type de données, le domaine qui est concerné pour pouvoir ranger ces propriétés, et puis l'unité. Alors l'unité, ce qui est intéressant, c'est que on gère l'unité directement et en fait, on fait le pont avec Revit qui va, en choisissant l'unité en premier, en fait, on va éviter, on va venir filtrer l'ensemble des types de données Revit qui correspondent. Je ne sais pas pour ceux qui utilisent un peu Revit, mais la manière de créer les paramètres partagés, pour ceux qui connaissent, il faut choisir sa discipline, il faut choisir son type de données. À la fin, on a accès à certaines unités. Et parfois, c'est assez compliqué. En fait, donc nous, on a parfois des objets avec tous les types de paramètres possibles pour savoir dans quelle unité, dans quel data type, type de données est l'unité.
Alors que là, en fait, très simplement, on va choisir son type de paramètre, son unité. Et derrière, on a les équivalences Revit, ce qui nous permet d'aller plus vite. Et on peut là gérer tout ce qui est lié au paramètre partagé et plus. C'est-à-dire que là, on va pouvoir régler, par exemple, dans quel groupe d'affichage dans Revit, là, on a mis les cotes, et aussi dans quel groupe d'affichage apparaît la propriété au niveau du fichier de paramètres partagé lui-même. Là, on peut déjà paramétrer un petit peu tout ça. On a tout l'ensemble en fait des éléments et des attributs qu'on retrouve dans un fichier de paramètres partagés. Est-ce que c'est visible par défaut? Est-ce que c'est éditable par l'utilisateur ou non? Et puis, on peut aussi paramétrer directement par une configuration par défaut. Est-ce que ça va être un paramètre de type? Est-ce que ça va être un paramètre d'instance directement même si c'est quelque chose qu'on peut changer après, puisque ça peut dépendre du contexte, on a ce comportement par défaut. De la même manière, on peut aussi, en fait, on met à disposition un dictionnaire de paramètres qu'on utilise nous en interne, qui est assez large. Et donc, on va pouvoir venir piocher aussi directement des paramètres pour les réutiliser en connaissant la source, une description, ils sont déjà traduits, etc. Donc là, voilà, on peut explorer un peu les différentes thématiques, que ce soit pour de la maintenance, que ce soit pour de la conception, ce genre de choses. Et puis évidemment, bah, la plus importante, c'est de pouvoir importer son fichier de paramètres partagé. Donc là, je vais aller prendre un petit fichier. Voilà, ça c'est mon fichier de paramètres partagé. Donc on l'affiche un peu pour revue avant d'envoyer. Et puis on va lancer le téléchargement. Donc là, ce qu'on fait, c'est que nous, on va venir contrôler, analyser en fait le fichier pour voir s'il n'y a pas déjà des fichiers dans la base. Là, typiquement, on voit qu'il y a des erreurs sur 26 des paramètres. C'est des paramètres en fait qui existent déjà. Donc, soit ils ont un nom commun, soit ils ont déjà un identifiant qui existe déjà. Donc, ça, quand on a plusieurs fichiers de paramètres partagés qui se baladent dans la boîte et qu'on veut commencer à trier tout ça, bah, c'est assez pratique parce que ça va nous permettre tout de suite de détecter les doublons à l'apport. Et puis, une fois qu'on a résolu ces conflits-là, on envoie la création. Donc là, voilà, j'ai mes propriétés qui ont été créées. Hop, ça se met à jour. Et à partir de là, bah, en fait, c'est très facile de venir gérer et maintenir sa base, puisque les informations sont plutôt claires. On va pouvoir manipuler selon tous les attributs potentiels, enfin tous les attributs en fait du paramètre. On va pouvoir venir gérer en fait ces propriétés de cette manière. Donc, typiquement, parfois c'est important de pouvoir venir comparer, regarder. Donc, on a plein de fonctions de filtres, de groupes pour pouvoir dire, voilà, en fait, là, je veux grouper sur les disciplines de mon paramètre, mais je pourrais venir grouper sur mes types instances. Là, je vois que j'ai que des paramètres plutôt de type. Euh, Est-ce que voilà, je préfère aller grouper par data type pour pouvoir comparer, regarder un petit peu. Et donc ça, pour maintenir son fichier, enfin son ensemble de paramètres, c'est assez pratique versus Excel parfois qui peut être un peu plus compliqué. Donc une fois que j'ai ça, bah voilà, j'ai mon dictionnaire, je suis content. Mais bah, en fait, dans Revit, je vais avoir besoin de gérer un nommage peut-être différent. Je vais avoir du préfixe, je vais avoir voilà, des choses très précises un peu à ce niveau-là. Donc, ce que je peux en fait faire, c'est de venir gérer directement, exporter en Excel et venir gérer aussi de manière bénéficier en fait des fonctionnalités d'Excel pour venir soit modifier, soit créer aussi de nouvelles propriétés que j'aurais pu définir directement dans un fichier Excel, ce qui est plus pratique aussi qu'un fichier de paramètres. Donc, par exemple, là, je retrouve les différents noms si vous travaillez à l'international pour pouvoir les traduire. Donc, vous pouvez utiliser les fonctions de traduction d'Excel directement pour aller plus vite. Ou c'est un exemple après de n'importe quelle manière pour traduire. Mais vous allez pouvoir, par exemple, ici, utiliser les fonctions. Donc là, je prends un exemple aussi, hein, c'est un exemple. Je veux ajouter un préfixe. Donc pour Vivenco, je vais ajouter le préfixe VC underscore. Et après, je veux en fait le nom de ma propriété. Donc, même si les propriétés ont été créées sur la plateforme, c'est assez facile derrière de les adapter à Revit. Voilà, je vais venir appliquer ça, parenthèse, et puis je vais venir en fait tirer tout ça, hop, dans,
pour appliquer ce préfixe à l'ensemble de mes attributs. Donc, une fois que j'ai fait ça, en fait, moi, je peux sauvegarder. Je peux remplir d'autres choses, évidemment, mais je peux venir réimporter hop, ce fichier directement. On va refaire voilà, on vous permet de valider, de vérifier les informations qui ont été rentrées. Et puis derrière, forcément, j'ai bien tout qui est appliqué. Parfois, c'est utile si on a fait une petite erreur, un petit oubli. Et puis après, je vais lancer l'import. De la même manière, on va venir analyser si il y a des incohérences qui viennent d'Excel, puisque Excel aussi, ça peut être source d'erreurs, de problèmes. Là, on est bon, donc on va pouvoir envoyer la création de paramètres. Hop, voilà, on a mis à jour l'ensemble de nos paramètres et on va pouvoir venir, donc si on vient, on retourne en fait directement dans le détail, on peut voir que j'ai hérité de mon hommage directement ici et pour l'ensemble des propriétés. Donc, ça permet d'avoir un paramètre, une propriété qui s'affiche de manière claire sur la plateforme, mais de manière spécifique dans Revit. Vous avez vu là, j'ai typiquement à gauche, j'ai le nom sur la plateforme et comment il va être appliqué dans Revit avec son préfixe, histoire de simplifier. Et ce nommage spécifique à Revit, il peut être spécifique, on peut créer des espaces pour gérer des différents nommages par projet. Donc là, typiquement, je pourrais changer d'espace directement dans Revit. Donc là, je passe côté plutôt BIM Manager et je viens ouvrir mon fichier de paramètres partagés. Et en fait, il se charge automatiquement via le plugin. Donc dès que là, j'ai rien fait d'autre en fait que j'avais Revit ouvert en même temps. Et il va venir récupérer la dernière version et la charger directement dans Revit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ça. Donc, on a une option qui permet qu'on appelle classifier, qui permet d'extraire tous les éléments du projet. Donc là, on voit en fait tous mes composants, mes murs, mes fenêtres, vraiment l'ensemble. Et donc, on va pouvoir venir en fait naviguer dans de manière beaucoup plus simple en fait dans son modèle. Donc, ce qui est intéressant, alors je vais me mettre comme ça. Alors, j'ai qu'un seul écran là pour faire la démo, mais évidemment, si vous avez un deuxième écran, c'est très facile de le mettre sur un deuxième écran pour regarder. Et donc, j'ai un lien bidirectionnel entre les deux qui me permet de comprendre où je suis dans ma maquette, ce que j'ai sélectionné. Et ça, c'est super pratique déjà de base pour naviguer dans son modèle. Donc, je vais avoir les mêmes possibilités de grouping, de filtre, ce qui va me permettre de beaucoup plus simplement naviguer, aller vérifier mes informations, checker. Donc là, typiquement, j'ai groupé par catégorie Revit. Si je vais chercher mes fenêtres, très facilement, je peux venir sélectionner ça. Par exemple, si je veux aller un peu plus précis, je peux afficher le matériau, par exemple, du cadre et dire, OK, en fait, la catégorie Revit ne me suffit pas, mais je veux aussi pouvoir filtrer ou grouper avec le matériau associé. Et donc là, je peux voir que du coup, j'ai des matériaux qui sont définis pour 2 et 15 où ils sont pas définis au niveau de mes fenêtres. Donc voilà, ça me permet en fait de les sélectionner, d'isoler et de venir interagir, vérifier mon contexte, etc. Et donc là, très facilement, je fais OK, en fait, je peux sélectionner les deux en ALU et je vais pouvoir appliquer, si j'ai une codification spécifique ou des propriétés spécifiques sur les fenêtres ALU, et je vais pouvoir appliquer ça. Donc, c'est un exemple, vous pouvez le faire de plein de manières, mais en tout cas, vous avez accès à toutes les catégories, tous les paramètres dans Revit pour venir explorer un petit peu votre modèle de manière un peu plus facile. Donc voilà, ça c'est de la navigation, c'est de l'exploration. On a les données qui sont en live du modèle et qui nous permettent de checker un petit peu tout ça. Maintenant, je vais appliquer des propriétés. Donc là, encore une fois, au niveau de projet, mais ça pourrait être au niveau des familles. Et j'ai plusieurs standards. Donc là, c'est ceux-là que j'ai activés. J'ai
les omniclasses, les uniformats, les uniclasses qui sont fournis avec la plateforme, mais je peux aussi importer mes exigences clients ou alors des catégories et une classification spécifique qu'on peut avoir en interne. Soit voilà, on crée la sienne, soit on peut réutiliser un petit peu tout ça. Et je vais pouvoir associer la catégorie et les paramètres associés à à ces familles. Donc là, typiquement sur les fenêtres, je peux je vais pouvoir venir chercher en fait ma catégorie, tous les paramètres liés à ma catégorie fenêtre en interne. Je la sélectionne. Je peux venir regarder quelles sont les propriétés qui sont associées pour venir vérifier en mode voilà, ça c'est les propriétés qui sont attendues. Et donc ça c'est quelque chose si je repasse côté plateforme, c'est quelque chose que l'administrateur peut définir. Donc en fait, voilà, ça c'est toutes mes un peu classifications. Alors, moi j'en ai pas mal, mais ça on peut venir dire, voilà, ok, je viens définir que pour mes fenêtres, voilà les propriétés attendues par le client ou par directement en interne, ce qu'on utilise pour nos process internes. Donc ça, je les retrouve directement en fait dans Revit et je peux venir associer. Donc je sélectionne, j'associe. On va ajouter une propriété code si vous avez une codification particulière là-dessus. Là, c'est juste Windows, mais on pourra avoir une codification en plus. Et une fois que j'ai fait ça, je peux continuer, je peux faire d'autres catégories et je vais après envoyer les données, mettre à jour le modèle. Donc ça va soit me mettre à jour des propriétés existantes, qui va me les harmoniser par rapport au dictionnaire, soit venir les ajouter si elles n'existent pas dans le projet. Et derrière, bah forcément, du coup, quand j'ai fait ça, je peux aller vérifier et je retrouve en fait mes conventions, voilà, les classes avec mon DC, mon facteur solaire, ce genre de choses. Euh, et donc, en fait, moi, techniquement, j'ai rien touché. Ça s'est chargé automatiquement. Je les ai associés et j'ai les bons paramètres, j'ai les bons attributs et je suis sûr de pas utiliser les dernières versions, etc. Donc ça peut être utile dans plein de cas différents. Si vous récupérez des maquettes existantes, si dans votre process, vous devez valider un petit peu tout ça de votre côté, soit pour structurer vos catégories d'objets directement dans vos gabarits, que ce soit pour... il y a plein d'usages potentiels qui vont dépendre un peu de votre métier. Mais voilà un petit peu comment ça s'articule. Au passage, j'avais préparé cette slide pour annoncer une release une prochaine version, mais en fait, on a déployé ça lundi dernier. Il est possible aussi de venir gérer des dictionnaires spécifiques par espace. Donc, par exemple, par un domaine métier ou une BU spécifiquement, on peut avoir un dictionnaire commun, mais on peut créer son dictionnaire dans un espace qui va être réservé à son équipe, à sa BU, et qui ne va pas venir polluer le reste des utilisateurs avec une masse de paramètres gigantesque. Voilà un petit peu un tour de la plateforme et de l'application derrière de ces paramètres. Merci Baptiste. Donc, on passe juste pour un petit récap, une synthèse des bénéfices. En général, nos clients remontent des, des gains importants. Ici, on constate souvent entre 10 et 20% de temps gagné sur la préparation des données, donc moins d'erreurs, meilleure efficacité et aussi effectivement réutilisation parce qu'on pense pas souvent au projet d'après, mais on sait qu'on aura le job à faire pour le projet d'après et c'est aussi un gain qu'on peut estimer ici. Donc effectivement, avec une version unique, partagée, diffusée, c'est des basiques, mais aujourd'hui, on est encore beaucoup trop dans des fichiers texte, des fichiers Excel qu'on se partage, avec lesquels on n'est pas trop confiant. Donc là, on est capable de sortir un peu de ces fichiers Excel, ce qui permet une meilleure productivité in fine, parce que tout le monde peut collaborer avec une plateforme beaucoup plus simplement. C'est des données exploitables, vous avez pu le voir, donc homogènes là-dessus, et derrière interopérables. Alors, on a pu voir ici un plugin avec directement dans Revit notamment.
Et aussi, ce qui est très important, il y a beaucoup de turnover dans les entreprises, dans les projets. C'est des montées en compétences rapides. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle personne qui arrive sur le projet ou dans l'entreprise, bah, directement, elle peut accéder au référentiel simplement. Elle sait que c'est la base commune qui est maintenue également. Et là, ça accélère considérablement la montée en compétences. Donc, c'est beaucoup de gains, aussi beaucoup de tâches qui peuvent s'avérer être répétitives, qu'on automatise aussi au fil de l'eau. On a un cas qu'on voulait vous présenter, donc Sistra, entreprise que vous devez certainement connaître, euh, qui déploie le dictionnaire OnFly. Et donc ici, sur un cas de projet ferroviaire, ils ont pu justement anticiper un peu tout le paramétrage de la bibliothèque de paramètres pour justement bah, déployer et exécuter des méthodes de production communes aux partenaires et donc permettre justement la fluidité, les gains de productivité derrière. Donc ça, c'est très très important. Sur un projet comme ça, donc le client nous disait qu'ils sont sur 10 000 lignes dans un Excel. Donc c'est devenu complètement ingérable, concrètement sans outils appropriés et connectés. Donc là, ici, en termes d'application, ils ont mis en place effectivement un processus de classification des objets qui est bah, rapide, automatisé, hein, c'est directement accessible, ce qui permet de ne pas se poser de questions et d'appliquer, de respecter le référentiel qui est justement bah, imposé ou proposé. Voilà. Ici, on disait très lourd ou complexe parce que c'est des fichiers Excel qui sont ingérables à la main. Donc on parle ici de plus de 10 000 lignes là-dessus. Alors c'est aussi applicable sur des projets plus modestes aussi, hein. Et effectivement, ça permet aux clients, donc à Sistra, de pouvoir gérer facilement des projets en co-traitance aussi, parce que on a besoin de garantir un livrable uniforme. Donc ça, c'est tous les gains en fait que pouvait nous reporter Sistra dans son expérience de l'usage concret appliqué de l'outil présenté. Ensuite, pour être aussi très, très concret, donc on voulait vous partager des bonnes pratiques là-dessus que l'on remonte à travers les usages. Donc, très, très simple. Comment commencer? Donc, le but, c'est de commencer donc de façon simple, intégrer simplement vos paramètres partagés sur la plateforme. Et vous l'avez vu dans la vidéo, c'est possible en quelques minutes. Il n'y a pas besoin de, euh, de beaucoup de temps là-dessus. Et ça, c'est très, très important. Et une fois que ce sera dans la plateforme, vous allez pouvoir visualiser quand même de façon plus simple les éléments, les ranger, les harmoniser, les dédoublonner aussi. Donc, la plateforme fait quand même une grosse partie de ce travail-là et déployer progressivement sur des projets pilotes, ajuster selon vos besoins, mais aussi surtout selon les usages. Vous êtes en capacité de voir les usages, comment c'est utilisé et comment c'est pas utilisé non plus. Donc ça vous permet aussi d'avoir un retour directement là-dessus, mais allez-y progressivement pour que vous puissiez prendre confiance là-dessus. Et le troisième élément, c'est pour le rendre vraiment dans la production et qu'il y ait un impact direct sur vos projets, intégrez-le à vos conventions BIM et formez vos équipes. Formez vos équipes une fois de plus. Ça sera progressivement, mais là, on ne parle pas de 3 jours de formation, on parle de quelques sessions d'1 heure pour s'approprier l'outil et l'utiliser. Voilà. Et vous verrez les gains apparaître de façon très rapide et assez considérable. Je voulais aussi compléter, avant de passer aux questions-réponses, que l'outil, donc le dictionnaire, il est compris aujourd'hui dans l'offre OnFly, hein, donc c'est le nom de la plateforme que vous avez pu voir.
avec la bibliothèque. Donc la solution est déjà disponible, hein, utilisée, déployée par plusieurs entreprises en France, mais aussi à l'étranger. OnFly est disponible par utilisateur à partir de 19 euros par mois par utilisateur. Donc très simple à mettre en application. Aussi, et je reviens sur ce point-là, sur le temps, parce qu'on a souvent très peu de temps à accorder, mais ici, je reviens sur le point, le temps de déploiement qui se veut ici rapide. Vous avez vu en 15 minutes de démo tout ce qu'on était capable de faire. Donc, vous mettez votre fichier Excel dans la plateforme et ça y est, vous avez accès en ligne au fichier et vous pouvez directement collaborer dedans. Donc, pour éviter justement ce partage de fichiers Excel intempestif, qui fait perdre in fine beaucoup de temps. Et vous pouvez, à partir de là, construire dessus pour tous vous mettre d'accord via soit des usages, des discussions autour de l'outil et des dictionnaires qui est visible facilement. Et dernier point, si effectivement vous êtes en cours d'études sur ces sujets-là, si vous souhaitez mieux comprendre, on accompagne aussi avec nos experts la mise en place de dictionnaires, de référentiels également pour, voilà, dans le cadre de déploiement, de mise en place, ou si vous souhaitez simplement en savoir un peu plus. Voilà. On va passer aux questions-réponses. Donc, je rappelle, n'hésitez pas à mettre vos questions dans l'onglet questions-réponses. On va pouvoir y répondre en live à partir de maintenant. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions qui vous viennent après le webinar. N'hésitez pas à nous écrire. Vous avez nos contacts ici sur la slide aussi, on se fera un plaisir de vous répondre. Alors, j'attaque sur la première question. Euh, Baptiste, sur est-il possible de créer des groupes d'affichage, des paramètres dans Revit supplémentaires? Oui, oui, c'est possible. Groupe d'affichage. Paramètres partagés, effectivement, c'est sûr. Groupe d'affichage, il me semble que oui. Il faudrait que je vérifie. On a de base tous les groupes d'affichage standards dans Revit qui sont sur la plateforme. Mais il faudrait que je revienne vers vous pour être sûr que est-ce que c'est possible d'en créer des nouveaux. Euh, ouais, il faudrait que je revienne vers vous. En tout cas, tous ceux standards sont effectivement sur la plateforme. On peut les choisir directement et à voir si on peut en créer de nouveaux. Ouais, j'avoue, j'ai un petit doute là-dessus. Ok, on pourra apporter Ouais, je vais revenir. la réponse post-webinaire. On a le nom pour que je puisse. Ouais. Ok. Oui, je réponds aussi à une question. Oui, l'enregistrement du webinaire, il est disponible à la fin pour le revoir. Autre question, le plugin est-il téléchargeable sur Revit Lite ou Revit complet? Le plugin peut être installé sur tous les Revit à partir de 2020 jusqu'à 2025 et bientôt 2026. Ok. Euh, Autre question, à partir de combien de collaborateurs est-il intéressant d'utiliser les paramètres partagés dans une entreprise? Les paramètres partagés, ça va assez vite pour moi. Après, ça dépend de votre usage de la donnée. Mais là où, en général, ce qu'on dit sur une bibliothèque partagée, donc là, je parle vraiment des objets, en général, en dessous de 3, 4, 5 personnes, c'est pas forcément, on peut se débrouiller sans, etc. Et plus il y a de monde, plus ça a de l'intérêt. Pour les paramètres, c'est déjà intéressant au même nombre de personnes, puisqu'en fait, si vous allez créer vos propres bibliothèques, si vous devez renseigner vos paramètres, ce genre de choses, bah, en fait, c'est l'association en masse des paramètres. C'est vite compliqué dans Revit. Donc, ça va assez vite, je pense, pour avoir du bénéfice. Sur la partie juste, par exemple, gestion et application dans Revit, je pense que c'est quelque chose qu'on peut utiliser en solo sans problème. J'espère que ça répond à la question. Mais ouais, ça va plus vite. Alors, ensuite, prochaine question. Peut-on intégrer, renseigner et trier les composants du projet à l'aide de systèmes de classification comme Uniforma ou Omniclass, au lieu de s'appuyer sur les catégories Revit?
Oui, ça, j'ai essayé de le montrer un petit peu tout à l'heure, mais j'ai pris les catégories Revit pour regrouper parce que ça parle un peu à tout le monde. Mais en fait, on peut venir trier tous les composants de sa maquette en fonction de n'importe quel paramètre. Donc, par exemple, est-ce que j'ai un paramètre réaction au feu ou par type de réaction au feu ou, donc, en fait, n'importe quel paramètre, on va pouvoir trier. Et dans la table, quelque chose que j'ai peut-être pas assez montré, c'est quand on a accès à l'ensemble des paramètres de tous les composants et on peut venir les trier, les filtrer, les regrouper par valeur de ces paramètres. Donc, c'est tout à fait possible. J'ai montré les catégories vite, mais on pourrait le faire très bien par uniformat, omniclass, ce qu'on veut. Et en plus, on peut venir euh, ajouter en fait des classements, c'est-à-dire qu'on pourrait trier d'abord par omniclass et puis ajouter un classement supplémentaire par un autre paramètre, etc. C'est un peu ce que j'ai fait là quand j'ai montré le cadre alu versus dans les fenêtres, ou enfin dans le catégorie Revit après type de cadre. Donc oui, absolument. Ok, une autre question, c'est une plateforme Autodesk. Alors là, c'est une plateforme hors Autodesk, hein, donc on est Bimenco, donc éditeur de la solution OnFly qu'on vient de vous présenter, qui est connecté via le plugin Revit. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, je peux rajouter juste un petit truc, c'est tous nos softs sont, donc que ce soit tout OnFly est basé pour être au maximum euh, indépendant, autonome et compatible en fait avec un maximum de logiciels. Donc, typiquement, sur la partie plugin, on a des plugins pour Revit évidemment, mais on a aussi des plugins pour AutoCAD, Civil 3D, Cuvadis, Mensura. On peut aussi éditer les données de toute sa bibliothèque depuis Excel, il y a un plugin Excel. Donc on a toute la plateforme est pensée pour être neutre, que ce soit au niveau des objets ou que ce soit au niveau des propriétés aussi. Vous l'avez vu, on a une partie propriété attributs généraux et une partie Revit. Et en fait, si vous débloquez des plugins, après, vous pouvez avoir des attributs spécifiques pour d'autres logiciels. Donc, le dictionnaire, il peut être même utilisé par API ou dans Excel ou autre pour vous permettre de structurer des données hors de Revit. Merci à vous, monsieur Guillet. Autre question, plugin compatible avec Archicad. Pas actuellement. Non, c'est quelque chose aujourd'hui, on a, j'avoue, peu de demandes, mais du coup, ça m'intéresse de continuer la conversation sur Archicad pour regarder tout ça. Euh, ouais. Mais actuellement, non. On continue avec les autres questions. Comment assurez-vous la cohérence entre les exigences clients et les standards internes dans le dictionnaire? Alors, on a ça dépend en fait. Il y a deux choses. C'est, on peut ajouter des paramètres qui vont avoir un nommage différent. Si vous avez déjà, par exemple, des paramètres qui sont renseignés, donc c'est-à-dire dans vos familles ou dans votre projet, vous pouvez associer un nommage spécifique pour votre client si c'est la même valeur de paramètres. Après, sinon, vous pouvez passer aussi par les property sets, donc les sets de propriétés pour venir dire, OK, voilà, pour ce client, j'ai besoin de cette liste de propriétés en plus, cette liste de propriétés en plus, ce genre de choses. On a aussi une manière de pouvoir venir mapper des codes de classification ensemble. Donc, de pouvoir dire, je classifie, c'est classifié selon mon standard interne et je peux associer la codification du client à ce standard interne. Voilà. J'espère que ça répond. Sinon, n'hésitez pas à me remettre un message. Ok. Euh, Comment le dictionnaire facilite-t-il l'intégration de nouveaux membres dans un projet ou une entreprise? Ça va participer en fait, ça va participer surtout en fait ça va simplifier en fait leur intégration où à minima il y a quand même beaucoup d'éléments à récupérer, à connaître et donc le moins possible on a besoin d'aller chercher et surtout d'être sûr de ce qu'on utilise
ça simplifie et ça, alors, on est un peu plus serein quand on rejoint l'équipe, puisqu'en fait, on sait très bien qu'on ne se pose pas la question. Les paramètres qui sont automatiquement dans la bonne version, ils sont automatiquement là-dedans. Enfin, bonne version, ils sont déjà chargés dans Revit. En fait, on n'a pas à se poser la question. Donc ça, plus le fait de pouvoir visualiser aussi quelles sont les attentes, quelles sont les exigences, que ce soit sur le standard interne, client ou autre, à ce moment-là, on peut gagner quand même pas mal de temps et de clarté plutôt que de s'envoyer des fichiers Excel, par les fichiers Excel avec ce qu'il y a dans la maquette, etc. Donc voilà, ça apporte un peu de sérénité. Ok. Bah écoutez, on a encore quelques questions, mais on va pouvoir terminer ici. Il est midi. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter directement. On pourra y répondre rapidement. On est disponible aussi si vous souhaitez en savoir plus et être accompagné par nos experts là-dessus. Donc, grand merci à tout le monde et très bonne journée à tous. Bonne journée à tous, un grand merci. Passez une bonne journée.